avec un grand plaisir que nous recevons Madame Halima Goumbala. Halima, j'y arrive. Hein? C'est Amina que j'ai au bout des lèvres. Halima, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargée des droits au Conseil national de lutte contre le sida, le CNLS. Pour ce mercredi, nous avons la 33e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Une cérémonie officielle est prévue à partir de 15h au siège du CNLS justement. Et le thème de la journée, c'est sida, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies. Vaste programme si on sait que depuis le début de cette pandémie, effectivement, on essaie de mettre fin à la pandémie. Oui, vaste programme. Très vaste. Donc, effectivement, ce mercredi 1er décembre aura lieu la 33e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Et comme vous l'avez rappelé, le thème mondialement, c'est mettre fin au sida, mettre fin aux inégalités, mais aussi mettre fin aux pandémies. Et quand on parle de pandémie, c'est la pandémie du sida et aussi celle de la Covid-19. Mais au Sénégal, nous avons voulu creuser encore un peu plus parce que chaque pays a le droit de travailler sur des sous-thèmes. Oui, avec des spécificités propres. Voilà, certainement. Exactement. Et nous, cette année, au Sénégal, nous avons voulu creuser un peu et se pencher sur la question du faible accès des jeunes et des enfants aux soins de santé. Donc, nous, le mettre fin aux inégalités en question, c'est plus aujourd'hui l'accès sur la prise en charge des jeunes et des enfants aujourd'hui. Alors, Alimou? Oui, après donc, vous avoir entendu tout à l'heure dire que votre objectif c'était de mettre fin à ces pandémies. On sait que déjà le sida est là depuis près de 30 ans, si je ne m'abuse, peut-être même plus. Qu'est-ce qui vous fonde à croire que ça va se terminer dans quelques temps là? Donc moi je ne vais pas parler pour la Covid-19, mais en tout cas pour le sida, il faut savoir que le Sénégal a une vision claire des objectifs à atteindre. La vision du Sénégal, c'est de mettre fin au sida d'ici 2030. C'est réaliste là? C'est réaliste, bien sûr, quand on a des objectifs clairs, on a des programmes qu'on met en œuvre pour atteindre ces objectifs. Je pense qu'on peut bien l'atteindre aujourd'hui. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est vrai qu'au Sénégal, quand même, on sait que le taux il est très bas, moins de 0,5 même. Le taux de prévalence, oui. Moins de ça, même pas 1%, c'est un très bon taux. Mais on sait que la plupart des pays qui nous environnent, quand même, ont un taux qui est important. Par exemple, si on prend l'exemple de la Guinée-Bissau, où quand même le taux est important. Donc, qu'est-ce qui vous fonde à croire qu'est-ce qui vous pousse à être si optimiste? Déjà, ce sont nos résultats. Nous sommes passés, nous n'avons pas toujours eu 0,3% qui est aujourd'hui le taux de la prévalence en 2020. Et nous avons quitté 0,7% à venir à 0,3%. Peut-être quand on était à 0,7%, on n'aurait jamais cru aujourd'hui arriver à 0,3%. Donc, ce sont des preuves de l'avancée de nos programmes. Avec beaucoup d'inégalités dans la zone sud aussi. Hein? Oui, il y a beaucoup, pas forcément d'inégalités, mais il y a une prévalence plus élevée dans la zone sud. C'est parce que c'est une zone qui est transfrontalière à la Guinée. Et aujourd'hui, la Guinée, en Afrique, est le pays où le taux de prévalence du VIH est plus élevé. Et avec le déplacement des personnes, c'est ce qui fait que cette zone est plus vulnérable que les zones du nord, de l'ouest ou de l'est. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous sommes inscrits dans le cadre des objectifs de développement durable. Et c'est bien sûr dans notre plan Sénégal émergent, aujourd'hui, de mettre fin au sida d'ici 2030. Et nous comptons, Inch'Allah, l'atteindre. Pour revenir au thème que vous avez décliné, quelle est la situation des enfants et des adolescents? Nous avons une situation particulière, d'abord pour les enfants et ensuite pour les adolescents et les jeunes. D'abord pour les enfants, il faut savoir en fait le contexte médical du VIH. Aujourd'hui, la médecine a tellement avancé, les programmes ont tellement avancé que les médicaments sont gratuits.
Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui vivent avec le VIH, le traitement est gratuit. Mais malgré cela, nous avons des enfants qui ne sont pas vraiment pris en charge. Sur 2 enfants, on va dire un meurt malheureusement du VIH. Et ça, ce n'est pas à cause de l'indisponibilité du traitement, mais c'est pour des raisons sociales et économiques. En général, certains de ces enfants sont orphelins. Ils sont nés parfois de parents séropositifs et malheureusement, leurs parents ne sont plus là. Ils sont pris en charge par leurs grands-parents. Et faute de moyens, les grands-parents ou parfois même les parents n'arrivent pas, ne serait-ce qu'à les amener à l'hôpital vers le médecin de prise en charge pour prendre leurs médicaments. Et même s'ils réussissent à le faire, sachant que les médicaments nécessitent aussi un repas consistant après chaque prise de médicaments, parfois juste offrir le service minimum, par exemple le repas, est quelque chose de lourd pour eux. Et c'est pour cela en fait que la situation des enfants aujourd'hui est assez pénible, parce qu'on s'est dit qu'on a fait tellement d'avancées et qu'il serait regrettable aujourd'hui de perdre tout cela. Quel type de prise en charge spécifique justement pour ces enfants? Aujourd'hui, par exemple, comme je l'ai dit, le volet médical est assuré. Quand on vous dit que chaque enfant qui vit avec le VIH peut être pris en charge gratuitement. Ça, c'est pas nouveau, les arrivé depuis très longtemps. Oui, mais ça ne l'a jamais été. On est passé du stade où on n'avait pas de traitement contre le VIH à un stade où chaque personne vivant avec le VIH était obligée de prendre 14 pilules par jour. Et aujourd'hui, à un stade où on prend une pilule par jour, mais à vie. Donc, je pense que ce sont des avancées qu'il faut noter parce qu'on n'en était pas là il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et aujourd'hui, si la gratuité des médicaments et la disponibilité des médicaments est là, il faut que derrière aussi l'appui social suive et surtout l'appui économique à ces familles. Qui interpellez-vous là? J'interpelle tout le monde. Aujourd'hui, le CNLS a lancé une campagne, le programme a lancé une campagne « Prenons un enfant par la main » qui est une campagne de prise en charge des enfants, mais c'est la prise en charge sociale, le volet social et économique. Et dans cette campagne, nous exhortons et nous demandons l'appui de tout le monde parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont 5000. C'est 5000 enfants. Aujourd'hui, si chaque Sénégalais se décide à parrainer un enfant, on est sûr que tous les enfants vont s'en sortir. Chacun pourra fêter son premier anniversaire, fêter son diplôme avec sa famille et aujourd'hui être là devant les plateaux pour expliquer tout ce que le programme a fait pour eux et prennent en même eux-mêmes le programme. Donc, cette campagne vise à sensibiliser aussi la population sur cela et à exhorter tout un citoyen à contribuer à cela. Comment est-ce qu'ils ont été contaminés? C'est à la naissance? Oui, pour la plupart, c'est à la naissance. Parce qu'un des moyens de transmission, c'est la transmission de la mère à l'enfant. Oui. Donc, ce sont des enfants qui n'ont rien demandé. Et pour les adolescents? Et pour les adolescents, il faut savoir que la problématique des jeunes, ce qui cause leur vulnérabilité, c'est le manque d'information et d'éducation concernant la maladie. Le VIH et le sida en question. Pour la plupart, c'est vrai qu'avant, on a eu une communication de masse sur le VIH et peut-être cette communication, c'est un peu de notre faute, elle a eu tendance à baisser au fil des années. Et on s'est rendu compte qu'on a un peu raté le coche avec cette population jeune et qu'il faut s'arrêter, retourner un peu en arrière, refaire leur éducation, les sensibiliser un peu plus sur le VIH pour qu'ils sachent comment prévenir le VIH et surtout comment se protéger par rapport à cette maladie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le sort de ces enfants-là ne soit pas trop partagé au sein de la population? C'est après la première fois que j'entends parler de ça. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Non, justement, pour le volet des enfants dont vous parlez. Ces couches qui sont très défavorables, vous dites que ces enfants sont après 5000. À ce niveau-là, on n'a pas beaucoup entendu parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pourtant on en a communiqué, les chiffres sont là, ils sont disponibles. Peut-être qu'on n'a pas aussi assez communiqué par rapport à la situation des enfants, parce que nous-mêmes en avançant, c'est comme si on avait reçu une douche froide en fait. Et du coup là, on s'est dit qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, parce que ce n'est pas normal, comme je l'ai dit, que les médicaments soient là et que ces enfants aient quand même aujourd'hui des problèmes pour accéder à ces médicaments. Accéder à cela. Les enfants ne sont pas indépendants, ils dépendent de personnes adultes, de tuteurs légaux. Et ces tuteurs légaux, ces adultes, c'est nous. Donc c'est nous qui devons les protéger. Et c'est pour cela qu'on a essayé de revenir en arrière et de penser ce programme et cette campagne pour leur venir en aide. Où sont ces enfants-là? C'est à Dakar, dans les régions? Partout. Ou partout? Partout.
les personnes qui vivent avec le VIH sont partout, pas dans une région en particulier. Ces enfants dont je parle. Les enfants, ce sont des personnes qui vivent avec le VIH. Il y en a qui ont commencé leur scolarité où tout le monde est... Pour certains, on ne peut pas avoir la situation de chacun là, malheureusement, mais pour certains sont encore des bébés, d'autres sont scolarisés, d'autres ne le sont pas. Il y a une inégalité au niveau de chaque couche. Donc, est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe? Que leur les situation, enfants, oui, de leur bon, situation. on peut... Il y en a qui savent. Oui, certains, mais ce sont des enfants. L'innocence Oui, est là et il faut préserver l'innocence de ces enfants. Rien ne sert aussi de s'autostigmatiser parce que c'est quelque chose aussi qui est vraiment présent, l'autostigmatisation. Et justement, qu'est-ce que vous faites pour la discrimination, pour la stigmatisation? Pour la discrimination et la stigmatisation, nous avons beaucoup de programmes. Déjà, il faut savoir que la lutte contre le sida n'est pas simplement du ressort du CNLS. Le Conseil national de lutte contre le sida coordonne la riposte au niveau national. Mais nous avons une riposte transversale. Nous sommes dans les ministères. Chaque ministère aujourd'hui a un rôle à jouer. Par exemple, de la femme, de la famille, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, mais aussi la société civile, les organisations, les ONG, les organisations non gouvernementales. Donc chacun à son niveau, nous essayons de faire aussi ce qu'on appelle la communication de proximité, mais aussi nous essayons de travailler avec les parlementaires. Vous saviez qu'il y avait une loi VIH, la loi VIH de 2010. On a ce qu'on appelle la loi VIH de 2010. Qui dit quoi? C'est une loi qui protège en quelque sorte les personnes qui vivent avec le VIH. Et elle a été inspirée de la loi type de N'Djamena de 2004. Donc dans cette loi, on parle surtout de la protection des personnes vivant avec le VIH, de la protection des prestataires, de l'importance de la confidentialité de cette maladie, mais aussi la protection des enfants vulnérables qui vivent avec le VIH. La bonne nouvelle, c'est que, comme vous dites, elle est désormais bien prise en charge. On a un seul comprimé par jour, alors que, comme vous dites, à un moment, c'était 12-14 antirétroviraux qu'il fallait prendre par jour, avec des effets secondaires. Minimal, peut-être. Oui, mais... Bon, pour les effets secondaires, vu que je suis juriste et pas médecin... Non, c'est pour dire que, bon, il y a eu des avancées. Oui, non, il y a eu d'énormes avancées au niveau scientifique et médical par rapport à cette maladie. Et les chercheurs et les médecins continuent à trouver de meilleurs traitements aujourd'hui pour les personnes qui vivent avec le VIH. La lutte ne s'arrête pas. Même si aujourd'hui on a un comprimé par jour, on espère aussi dépasser ce stade un jour. Et de trouver un vaccin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, dites-moi, on a parlé donc de la 33e édition de cette journée mondiale de lutte contre le sida. Ce mercredi à 15h, vous avez des activités au siège. C'est quoi le programme de cette journée? Donc, il faut savoir que déjà, ça ne commence pas à 15h, ça commence à 9h. Mais la cérémonie officielle? Oui, la cérémonie officielle. Mais sur le chronogramme que j'ai reçu, c'est 15h chez vous. Mais bon, c'est toute une journée. Voilà, c'est toute une journée. Donc le déroulé, allez-y. Voilà. Et je pense que justement, le premier volet est encore beaucoup plus important. Parce que pour un peu régler cette problématique chez les jeunes, nous avons voulu déjà créer un programme qui a été élaboré par les jeunes. Donc nous avons commencé la sensibilisation dans les écoles. Nous nous sommes dit il ne faut pas qu'on s'arrête aux jeunes qui nous entourent directement, mais à un sens plus large. Donc nous avons fait le tour de quelques universités privées et quelques écoles aussi de Dakar, malheureusement pas beaucoup, mais quelques quand même. Et nous avons essayé de les sensibiliser et de refaire un peu leur éducation sur le VIH et le sida, mais aussi de prendre leurs préoccupations. Parce que comme on dit, ce qui se fait pour moi, sans moi, se fait contre moi. Donc c'est pour cette raison qu'on a voulu les écouter, leur donner la parole, prendre leurs préoccupations et savoir comment on peut les impliquer aujourd'hui dans nos programmes, que ce soit dans la conception, dans la mise en œuvre et ensuite dans le suivi. La prévention, est-ce que vous en êtes? Dans la prévention, mais ça c'est une forme de prévention parce que la communication c'est de la prévention pour ensuite se protéger. Et le jour J, il y aura des mini-panels sur 4 thèmes différents
Et ces panels seront aussi composés par des jeunes. Nous l'avons appelé la parole aux jeunes. Ils seront composés uniquement par des jeunes qui vont parler de leurs préoccupations aussi par rapport à cette maladie et donner des recommandations aujourd'hui aux autorités qui seront ensuite chargées de répondre à ces recommandations-là. Alima? Oui. Oui, Alimou. C'est presque là. Donc, peut-être juste par rapport à une autre forme de couche de la population, hein, je vais lâcher le mot, les travailleuses de nuit. Est-ce que au sein de cette couche-là, vous avez identifié le problème qu'il y a à ce niveau-là, parce qu'il y en a qui n'ont pas de carnet sanitaire, l'observateur a fait, je pense, un dossier la semaine dernière pour montrer qu'il y avait beaucoup de mineurs qui se prostituaient dans la zone de Saly. Est-ce que vous avez un regard à ce niveau-là pour voir ce qui se passe dans ces couches-là? Effectivement, nous essayons de voir d'un peu plus près ce qui se passe au niveau de cette couche-là, parce que c'est une couche aussi qui est fortement touchée par le VIH du fait de la profession que ces personnes exercent, bien sûr, et l'exposition à laquelle elles se portent. Maintenant, nous avons des programmes adaptés pour cette couche aussi. Nous essayons au mieux de les sensibiliser pour qu'elles puissent se protéger et qu'elles puissent accéder aux soins et aux traitements. Parce qu'encore une fois, le but du CNLS, c'est l'accès aux traitements pour tous. Que toutes les personnes, qui que vous soyez, vous puissiez bénéficier des soins de santé adaptés. Donc, bien sûr, nous travaillons avec cette couche et nous faisons le maximum pour qu'elles viennent vers les soins de santé, ainsi se soigner. Alima? Oui. Alimou, merci beaucoup. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futurs Médias.